Bienvenue dans le Hubcast, le podcast du Hub créatif de Charleroi Métropole. Un shot de créativité à consommer partout, tout le temps. À chaque épisode, nous partirons à la rencontre d'un artiste, d'un artisan, d'un maker ou encore d'un entrepreneur qui dévoilera et décortiquera pour vous son processus créatif. Où puissent-ils leur inspiration? Comment développent-ils leur potentiel d'innovation? C'est un podcast au service de vos idées et de votre créativité. Bonne écoute. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode du Hubcast, on a décidé de partir à la rencontre d'une des personnalités les plus singulières de la scène artistique belge. Elle est Carolo, elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle a fait des arts vivants un formidable moyen d'expression pour incarner la société. Bonjour Isabelle Batz. Bonjour. Et bienvenue dans le Hubcast, le podcast pour stimuler sa créativité et sa curiosité. Alors Isabelle, vous êtes née, si je ne me trompe pas, à Charleroi en 1969. Après des études à l'INSAS en section mise en scène, vous vous lancez d'abord dans des projets d'écriture et de mise en scène, notamment au théâtre de la Balsamine, au Hall de Schaerbeek et au théâtre de l'Ancre à Charleroi. Puis, vous concevez des spectacles plus intimes dans lesquels vous jouez et écrivez. On peut citer Énergie fossile, plus récemment Les petits ruisseaux font de grandes rivières ou encore This is another place. Voilà, vous faites des performances, vous animez des ateliers, des rencontres. Ce que vous aimez, c'est confronter les idées, visiblement agiter les consciences. Oui, sans doute. Faire naître en tout cas des réflexions au travers de la culture et même ça dépasse, je pense, les murs du théâtre. Voilà. Et alors, en mai 2021, et au terme d'un processus de nomination particulièrement pionnier, vous êtes nommée co-directrice avec Mathias Varenne à la direction du théâtre de la Balsamine à Schaerbeek. Alors, avant de commencer, Isabelle, est-ce qu'on peut se tutoyer? Tout à fait. Ça vaut mieux d'ailleurs. Alors, bon, je l'ai dit, autrice, metteuse en scène, actrice, féministe, puisque vous l'êtes, vous le revendiquez, tu le revendiques, directrice de théâtre, tu es une vraie slasheuse, plein de casquettes. Comment est-ce que tu fais pour jongler entre toutes ces activités? Et même avant, est-ce que tu te considères comme une personne créative? J'ai plus ou moins la même réponse pour les deux questions. C'est que, en gros, j'ai pas le choix. Je n'ai pas d'autre choix que de faire ce que je fais et que d'être ce que je suis. Et donc, créativité sans doute, apparemment, vu que c'est ce qui m'est renvoyé par les autres, mais moi, j'ai simplement l'impression d'exister et de faire ce que j'ai à faire, de dire ce que j'ai à dire, d'essayer de me débrouiller au mieux. Voilà, avec l'existence. Et alors, pour revenir un peu à l'enfance ou à l'adolescence, ou je ne sais pas, ou jeune adulte, quand est-ce que tu rencontres le théâtre et tu te dis, tiens, finalement, tout ça, ça va peut-être être ma vie, ou en tout cas une partie de ma vie? Je rencontre le théâtre relativement tôt, de manière, je dirais, classique, en allant voir des pièces de théâtre, parce que avec nos parents, nous allions au Palais des Beaux-Arts de temps en temps, voir des ballets ou voir des pièces parce qu'il y avait les galas Carceinti qui passaient. C'était donc les grandes pièces parisiennes qui venaient. J'ai de grands moments d'émotion reliés à ces instants-là, même si, c'est fondamentalement maintenant devenu le genre de choses que je peux plus regarder. Mais néanmoins, ça m'a permis de me confronter à cette forme d'expression. Après, moi, je pense que le théâtre, j'aime pas trop le mot théâtre, je préfère les arts vivants. Les gens gesticulent et éventuellement disent des choses. Je pense que ça vient surtout d'où j'ai grandi. Je vis dans une famille qui pour moi est extrêmement théâtrale. Comme toutes les familles. Oui. Voilà, il y a des figures, il y a des actes, il y a des mises en scène. Et je viens aussi, je me rends compte de ça maintenant, maintenant que je peux un peu me pencher vers le passé, que j'ai quand même grandi à Charleroi-Nord, dans un quartier en face du cimetière en fait. Et dans un quartier qui est loin d'être simple, qui était déjà pas simple à l'époque, je veux dire socialement atteint, socialement blessé. Et j'ai vécu là, j'ai été traversée par des histoires là où je me dis un jour d'ailleurs je devrais faire un projet qui ne concernerait que ma rue. La rue dans laquelle j'ai grandi et là où habite toujours ma maman, qui est la rue Bethléem. Parce que c'est délirant ce qui s'est passé là, ce qui a pu me traverser. Donc il y a eu ça, je veux dire dans chaque maison je pense qu'il y a un film possible, vraiment. Pas que du Ken Loach, d'ailleurs il y a des choses, il y a pas que des choses. Moi j'ai vécu une enfance très belle. Et puis aussi, j'ai passé, parce que mon frère a passé pas mal de temps à l'hôpital quand il était petit, j'ai traversé aussi ce monde-là. Le monde hôpital pédiatrique, et où là aussi,
je me rends compte maintenant que se sont inscrites beaucoup d'histoires, beaucoup d'émotions. La rencontre très tôt avec la mort, par exemple. La rencontre très tôt avec la douleur, la rencontre très tôt avec l'inéluctable. Et je pense qu'en fait, oui, on peut se dire, oui, j'ai vu une pièce de théâtre à un moment dans ma vie, mais c'est un torrent depuis le tout début. Et je pense que c'est un prisme aussi. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui viennent se réveiller ou qui tout le oui. monde n'a pas eu cette lecture-là. Oui, non, tout à fait, parce que je crois que si on interroge les gens de ma rue, là, il y a personne qui va se dire, fondamentalement, nous sommes un terreau d'existence riche. Mais voilà, il se fait que j'ai perçu ça comme ça, pour diverses raisons que je n'ai sans doute pas encore analysées complètement, mais je suis le fruit de tout ça et j'en suis assez humblement fière. Voilà. Et donc, tu as des envies d'art vivant, tu étudies, tu te diriges vers l'INSAS. Mm-hmm. C'est assez évident pour toi, c'est assez naturel de te dire, ok, je me destine à ces études-là et on verra bien. Oui, je pense que c'était tout à fait irraisonné et irraisonnable parce que je ne me voyais pas faire autre chose, alors que maintenant je me verrais faire plein d'autres choses, évidemment. Pourquoi je suis pas chirurgienne, enfin. Mais oui, ça me semblait évident, même si tout ce processus n'a pas été simple. Je veux dire, le processus de sélection, et puis les 4 années que j'ai passées là. Je suis rentrée très jeune, j'avais 18 ans, et ça a quand même été un petit jeu de massacre, comme je pense... et c'est dommage, sont les écoles d'art supérieures, des jeux de massacre. Très bien. Alors j'ai cité en début, en introduction, plusieurs titres de tes spectacles, enfin en tout cas de ce que tu as pu écrire. Alors tu vas me dire que peut-être cette question va pas te plaire. Ok, vas-y. Mais je te la dis quand même. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un style Bats ? Ou alors comment est-ce qu'on pourrait définir, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent, qui reviennent, des thématiques qui te... Voilà. C'est... un style sans doute quand même, parce que je pense que tout le monde en a un. Je veux dire ça. C'est ça. Ouais, qu'on le veuille ou non. Et moi maintenant, quand on me dit oui, ça c'est tout à fait toi. Avant ça pouvait m'énerver. Maintenant je me dis oui, c'est moi. Ce sera peut-être plus moi. Et c'est pas très très important. Moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est les gens, l'humain en tout cas, une révélation de l'humain. Ce sont les choses sans importance. Pensant par là que c'est une succession de choses sans importance qui peut former une révolution ou une avalanche. J'aime les formats qui sont plutôt courts ou en tout cas de format long, une succession de choses courtes qui font ce format long. C'est comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, qui est la chose dans laquelle je me suis vraiment embarquée pour la première fois avec quelque chose qui me correspondait à 100%, c'est-à-dire mon rapport à la culture musicale. Avec ce spectacle était fait de successions de chansons et sur lesquelles je racontais des épisodes de mon existence. Parce que comme je paraphrase Duras, dans Hiroshima mon amour, quand elle perd son amant, elle dit voilà, je vais finir par oublier tes yeux, oublier ta voix, et elle termine en disant tu deviendras une chanson. Et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est que nous devenions des chansons dans les vies des autres. Et que c'est à la fois pas beaucoup, c'est pas très long, on peut s'y pencher de temps en temps, mais c'est bouleversant. Mm-hmm. Donc voilà, ça, et c'est des petits enjeux qu'on peut mettre à l'intérieur de ça. On n'a pas besoin d'un courage immense, on n'a pas besoin d'avoir de grandes idées. À un moment, on se met dans une action. Dans l'action de raconter ou dans l'action de ne pas être d'accord et de le revendiquer. Dans l'action, de s'abandonner aussi. Je ne sais pas, j'ai pas cité ton âge, mais voilà, il y a quand même un parcours assez important. Mm-hmm. Là, je l'ai résumé avec mes mots, qui est presque un peu un truc Wikipédia, donc évidemment, c'est pas toi. Si tu avais peut-être à nous partager 2 ou 3 grands moments dans ta carrière ou dans ta vie, c'est pas forcément lié aux arts vivants, mais voilà, pour qu'on puisse comprendre un peu ton parcours, qui tu es, avec tes mots, à travers tes mots à toi. Ah là, les grands moments, je crois que j'en ai pas vu des grands moments. C'est une succession de petits moments. Voilà, c'est une succession de petits moments et il y a des gens qui me disent il t'arrive des trucs et c'est chouette, je suis contente quand on accepte de programmer un de mes spectacles. Je suis contente quand, avec une idée comme ça, autour d'une table dans un bistrot, je parviens à lancer le mouvement FS. Je suis le mouvement féministe des arts de la scène. Oui, j'ai reçu le prix de la SACD l'année dernière. Je suis contente quand on nous annonce que nous sommes avec Mathias les co-directrices du théâtre de la Balsamine. Mais je me dis j'essaie de vivre ça chaque fois comme des petites pierres sur le chemin.
T'es plutôt instinctif. Qu'est-ce qui fait que tu te lances ou non dans un projet? L'émotion, ouais. Un peu les gens aussi. Ce qui fait que parfois je me retrouve avec des gens qui au final me font plus de mal que de bien, mais c'est très rare. D'accord. Ouais. Alors tu faisais une très bonne transition avec ce mouvement dont tu parles, le mouvement FS. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu l'as créé? Comment il est venu? Comment ça s'inscrit dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que vous faites? Ça aussi, c'est un instinct, c'est une émotion. C'est-à-dire que quand le dernier directeur du Théâtre des Traîneurs a été nommé, alors que nous sachions toutes que dans la shortlist, les 5 derniers, il y avait 3 femmes, et qu'encore une fois, un homme se retrouvait à la tête d'une institution qui en plus, à cet endroit-là spécifiquement, n'est pas neutre, je me suis dit, faut écrire quelque chose. Donc je me suis lancée dans un petit texte que j'ai pas balancé sur les réseaux sociaux, à l'époque où j'y étais encore, et plein de filles se sont manifestées. Et on s'est dit, alors que ça faisait très longtemps, hein, je veux dire, ça couvait depuis longtemps, des insatisfactions, des questionnements, on s'est dit, voyons-nous, enfin, rendons la chose publique. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés quelques jours après, on devait être 7, on s'est retrouvés à 150, dans ce qui est devenu la première AG, et voilà, ça s'est lancé tout seul. Enfin, moi, je suis pas du tout à la tête. Tu peux redonner la date pour quand ça, c'était quand? 2018, je crois. Ok, donc ça fait... Juin 2018. Okay. Et moi, je suis pas du tout chef dans FS, je m'en garde bien, je participe à des groupes de travail, parce que j'avais notamment participé aux groupes de travail qui ont écrit les dossiers on s'est proposé pour le Théâtre Varia, direction du Théâtre Varia, direction du Théâtre National. Et donc j'ai fait partie de ça, notamment. Et oui, j'essaye de nouveau, nous essayons d'être en travail face à ce système patriarcal, face à cette surreprésentativité masculine, mais pas que masculine. Enfin, je veux dire, il y a une surreprésentativité genrée, hétéronormée, de couleur de peau, voilà. Et j'ose pas trop dire les mots parce que parfois je me trompe sur tous ces nouveaux mots qui arrivent et les nouvelles nomenclatures. Et l'intersectionnalité. Voilà. Que j'ose utiliser à peine parce que je suis pas encore certaine d'avoir tout saisi. Très bien. Alors revenons un peu à ton processus créatif. Comment est-ce qu'il se passe? Comment est-ce que t'écris? Comment est-ce que les choses viennent? Est-ce que les images viennent? Et puis les mots? Et puis, comment ça se passe? En général, j'ai une fraction d'idées. En disant, tiens, ouais, là, je vois ça, je vois une personne dans telle situation. Je laisse tourner ça dans ma tête, je marche beaucoup, enfin, je veux dire, je conduis pas. Et c'est en marchant que les idées viennent. Et puis très vite, je me fais une playlist de morceaux que j'associe pour ce que ces chansons racontent. Je me fais une playlist et que je passe dans mes écouteurs lors de mes marches journalières. Et puis à un moment, des choses sortent. Mais j'écris très 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 peu sur papier en fait. C'est plus des mots, des fractions de choses. Moi je sais où ça va, je sais ce que je vais raconter. Et à un moment, quelque chose arrive. Même si ces derniers temps, je suis parvenue à écrire vraiment des phrases sur du papier. Est-ce que tu peux nous partager une de tes performances pour des gens qui ne te connaîtraient pas ou qui... Oh là là. Je sais pas s'il y en a une qui vient comme ça. Il y en a une qui vient, oui, parce que il y en a une que je fais pour le moment, qui est à la fois une performance et à la fois une récréation, que j'ai fait quelques fois, que j'espère refaire bientôt, qui s'appelle Avoir tennis, parce que je suis fanatique de tennis. C'est un peu un des drives de mon existence, et je m'étais souvenue, c'est un sport qui est très difficile, et je me suis souvenue de plusieurs choses. Je me suis souvenue que mon grand-père avait appris à nager allongé sur un tabouret. On faisait ça beaucoup à l'époque. Et c'est-à-dire qu'on était supposé savoir faire les mouvements de quelque chose et puis on devait vous lâcher dans l'eau et ça devait bien se passer. Ça. Et d'autre part, j'aime beaucoup ces idées d'orateurs face à des stades entiers de gens qui bougent. Comme à un moment, il y avait beaucoup ça dans les stades des pays de l'Est, où ces gens font des figures ensemble dans les stades et tout. Donc moi, j'ai grandi un peu avec ces choses-là, l'apprentissage du tennis qui est très difficile. Et donc, je me suis dit que j'allais donner une leçon de tennis collégiale à 50 personnes en face de moi, en leur apprenant à jouer parfaitement, tout en leur disant que elles feront parfaitement la chorégraphie des choses, mais elles ne sauront pas les choses. Et donc, je donne un cours de tennis ex cathedra
Puis on bouge ensemble, on fait les mouvements ensemble, on crie ensemble, on râle ensemble, on court ensemble. Et à la toute fin, sur une chanson de Kate Bush, nous faisons une chorégraphie avec tous les mouvements que nous avons appris ensemble pendant le moment de la leçon. Et ça, c'est quelque chose que j'aime essayer de faire, c'est la rencontre. On me dit toujours, voilà, il y a les choses pratiques, il y a le sport, puis il y a l'art. Et pour moi, il y a poésie dans tout. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, là, j'ai réussi? Ou là, je suis contente? Mais je suis contente pratiquement tout le temps. Mais je suis contente, je me dis jamais que j'ai réussi. La notion de réussite, c'est quelque chose qui me... Mais par contre, j'ai la notion de m'améliorer. Ça, oui. Après, j'ai ma propre notion de mon amélioration. Très bien. Alors, donc on l'a dit, on en parle depuis le début, tu as des activités très diversifiées. Comment est-ce que tes différentes casquettes, facettes, se nourrissent entre elles? Tu vois, par exemple, ton job là de directrice, enfin de co-directrice de théâtre, ton travail d'écriture, ton travail de performance, ta vie de sportive. Ben, moi, je me dis que de toute façon, pour moi, c'est une seule et unique chose. C'est-à-dire que je suis absolument comme tout le monde, essayant de mener une existence le mieux que je peux. Et toutes ces activités, tous ces possibles métiers, c'est ça. C'est exister, c'est tout. Je me dis pas que, ah ouais, là, il y a quelque chose qui contrebalance ou tout. Non. Pour moi, c'est exactement la même chose. D'accord. Oui, c'est une journée qui, tout à fait, ouais. qui continue. Ok. Alors parlons justement de ta nomination en tant que co-directrice du théâtre de la Belzamine à Schaerbeek. Une co-direction, il y a un processus de recrutement particulièrement pionnier en la matière. Raconte-nous comment ça s'est passé. Ça a été quelque chose parce que on s'est enclenché fin décembre. Et c'est le processus justement de nomination qui nous a un peu intéressés avec Mathias parce que nous savions que les premiers dossiers, donc c'était 15 questions auxquelles nous devions répondre pour rendre le premier dossier. Le premier dossier serait anonymisé et féminisé. Donc c'est-à-dire que le jury allait lire les dossiers envoyés sans savoir qui était derrière et sans pouvoir présupposer, normalement, du genre des personnes qui s'adressaient à eux. Donc voilà, ça c'était... La première étape. Première étape, en janvier, on envoie ça, puis une longue attente. Et puis, fin février, début mars, on nous apprend que nous passons au deuxième tour. Et là, pour le coup, c'est plus du tout anonyme. Mais nous savions qu'on était, je pense, encore 11 candidatures en lice. Et là, c'était tout un dossier, je dirais, beaucoup plus classique dans la mesure où là, il fallait... dire ok, que comptez-vous faire sur le territoire, que comptez-vous faire pour mettre en pratique vos rêves, faites le budget, faites une programmation pour la saison qui correspondrait à votre première saison, etc. Gros travail quand même, hein. Ah ben c'était énorme, l'un dans l'autre, ça a duré 6 mois. Donc, pour se retrouver au final, à l'oral, devant le jury pour une interview, oui. Et alors, c'est quoi tes rêves? Ou alors, c'était quoi ce que tu as mis sur... comment est-ce que moi, je vois ça? Ce que j'ai envie d'y mettre? Et... notre rêve, c'est... Tu peux dire nous, tout à fait, oui, parce que vous étiez deux. On est deux. C'est tout l'intérêt, oui. C'est ce travail, justement, sur une forme d'intersectionnalité, de parler d'art vivant plutôt que de théâtre, de ne pas avoir de hiérarchie quant aux choses qui se trouvent sur le plateau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le théâtre, puis en dessous la danse, puis en dessous le cirque, etc. L'hybridation des médiums, qui fait peur encore apparemment aux institutions, mais qui ne font plus peur du tout aux artistes. Et aussi, donc, essayer de faire en sorte que la barrière linguistique aussi s'efface un peu, parce que ça, de nouveau, les artistes, il y a longtemps qu'ils sont passés au-dessus. Et alors, partir aussi de ce que nous appelons le regard situé, c'est-à-dire que nous sommes à un moment donné, chacun, chacune, à regarder les choses d'une certaine manière pour une certaine raison. Et partant de ce regard situé, nous pouvons proposer quelque chose à un public et se dire, tiens, aussi à qui je m'adresse avec ça. Et essayer de faire ce travail dramaturgique qui est de faire ce chemin vers. Et nous sommes plus partisanes de projets qui ont envie de travailler avec que de travailler sur. Travailler avec ce qui constitue
l'humain ou l'humanité plutôt que sur des thématiques. Nous ne comptons pas avoir le festival queer, le festival féministe. Ça devrait imprégner tout le temps. Une espèce de chose spongieuse. D'infusion. Voilà, nous allons construire un jardin à l'intérieur du théâtre. Et c'est un peu cette idée-là, de la pousse lente, de l'hybridation, enfin voilà. Très bien. Comment est-ce que vous travaillez tous les deux, cette co-direction? Comment... On ne sait pas encore très bien. D'accord. Ça dit oui, on a des idées, on a des pistes, il faut que nous nous mettions. On va se mettre à explorer ce qu'il est possible entre nous, puisque nous ne sommes pas 2 temps plein, mais 2 mi-temps. C'est ça. Et que l'instinct premier a été que Isabelle soit à la maison et Mathias soit à l'extérieur de la maison. Donc, on l'a pas fait exprès, on s'est pas dit, tiens, la femme reste à la maison et l'homme est à l'extérieur. C'est simplement ce dont nous avons envie. Donc moi, je serai à l'intérieur du théâtre, avec les artistes, avec l'équipe technique, avec les projets au jour le jour. Et Mathias plus, en rapport avec la commune, des choses comme ça. Donc, mais on ne sait pas encore comment, on va devoir s'entraîner. Très bien. Alors, j'aimerais aborder avec toi cette notion de créativité, lutte, engagement, de toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on peut, et là je m'adresse aussi au public qui va écouter aussi par rapport à la créativité, etc. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, mais comment est-ce qu'on peut s'engager, s'inscrire dans une forme de lutte, tout en restant créatif ou tout en ouvrant au max. Est-ce qu'on se met des garde-fous ou alors est-ce qu'on y va à l'instinct et peu importe la réception et on laisse aller Je sais pas si je suis très claire. C'est compliqué parce que je pense qu'il y a des gens qui décident, qui font de l'art politique, qui font de l'art manifeste. Moi pas. Moi, il se fait que ce que je suis et la personne que je suis est politisé et politisable dès qu'on me voit, apparemment. Je dirais, c'est un moment un truc qui m'est apparu. Et qui n'a pas été recherché. Non, pas du tout. Et donc, maintenant, quand je parle de ce qui me meut ou m'émeut, manifestement, il se fait que je touche à des zones qui sont des touches, des endroits de lutte ou de politisation ou de combat. Voilà, la question féministe, la question queer. Et puis c'est aussi l'histoire, tu vois, parce que moi j'ai 52 ans maintenant, et notamment dans le dossier rendu à la Balsamine, à un moment, je me dis, voilà, je suis une femme, je suis blanche, j'ai 52 ans, je suis lesbienne. Et où maintenant, je ne peux plus faire l'économie de ça. Et je décide, peut-être à tort, et peut-être que j'en reviendrai, qu'en tout cas, pour le moment, ça est la zone de travail. Et donc, effectivement, si je me dis ça, tout ce qui sortira de moi ne pourra être qu'emprunt de ces endroits qui sont pas si simples que ça, hein. Être blanche à la limite, mais le reste, voilà. Oui, tout à fait. Au quotidien, tu parlais justement d'émotions, de sensibilité. Qu'est-ce qui te touche? Bon, j'imagine beaucoup de choses, mais... Ouais, moi je pleure tout le temps. Ce qui me touche... Tu lis ou... Oui, je lis, oui. Là, la musique aussi. Enfin, je lis, j'écoute de la musique, je vois des films, j'engrange beaucoup de choses. Depuis tout le temps, tu vois, je suis encore une des seules qui va à la médiathèque toutes les semaines, et j'y vais toutes les semaines depuis que j'ai 16 ans, quand même. Et tu lis quoi? Un peu de tout? Ah, écoute, moi, je suis fan de polar, déjà. Il se fait que maintenant, je lis de plus en plus aussi, des livres féministes, écoféministes. Je faisais pas ça du tout avant, j'avais l'impression que j'étais crétine devant tout ce qui était pensé, un peu... je comprenais pas tout. Il se fait que là, j'ai dans mon sac le Preciado. Un appartement sur Uranus, voilà. Ou je suis un monstre qui vous parle? Un appartement sur Uranus, parce qu'on me l'avait offert, puis j'attendais de le lire et tout, et puis là, je suis en train de le lire. Et là, je vais partir en vacances avec des récits de Anne-Marie Schwarzenbach et Ella Maillard, des espèces de voyages tout le temps. Et je trouve ça gai, quoi, Ce qui m'émeut, en fait, c'est par moments de me dire, tiens, là, je suis touchée par quelque chose à laquelle je me serais jamais attendue d'être touchée. Oui, c'est la surprise, quoi. De me dire, tiens, ça, c'est un ressort. Jusque-là, non, mais maintenant, oui, tiens, ok, super. Ouais, tout à fait. Et est-ce que tu as des mentors ou des personnes ressources on en a tous, hein, mais c'est plutôt des amis, c'est plutôt des gens plutôt de ton milieu, je veux dire, artistique, professionnel, non, moi, tu mélanges tout? Moi, je suis dans un peu de partout.
Bah, il y a mon épouse déjà, je veux dire, qui est pas mal. Qui est pas mal présente, et oui, bah oui. Et qui est une personne importante, et pivot, et ressource. Et qui est dans le même milieu professionnel que toi, ou pas du tout? Pas du tout, parce que, enfin, elle a fait des études d'ébéniste, elle fait de l'art, elle a fait des installations, elle a fait de l'art plastique. Et il se fait que pour le moment, elle est ouvrière polyvalente au tennis club où je joue. Donc c'est elle qui s'occupe de l'entretien des terrains de tennis. Et elle est ravie. Et oui, c'est drôle comme quoi. Et elle te voit jouer. Enfin non, elle a autre chose à faire. Oui, c'est ça. Très bien. Donc voilà, donc ton épouse, des amis, des... Oui, puis des figures du passé. Enfin voilà, je suis un peu comme beaucoup. Voilà, il y a quand même des histoires familiales qui me traversent et. Donc oui, j'ai des bornes. J'ai pas vraiment des mentors ou des mentoresses, je sais pas comment on dit, mais j'ai des bornes, ouais. Des bornes, ok. Très bien. Alors voilà, donc tu as participé à une marche en lien aussi avec cette période de Covid qu'on a vécue, une marche de 20 km, c'est ça? Ouais. Tous les jours, avec à chaque fois une halte dans un lieu culturel? J'ai fait qu'une étape, moi, faut pas exagérer. Tu as pas fait le marathon complet? Non. Est-ce que tu peux nous expliquer pour les auditeurs qui n'auraient pas forcément entendu parler de cette marche ou voilà? Dès qu'il y a eu cette histoire de Covid, on était quelques-uns à se dire il faut changer les trucs et tout. Et moi, très vite, et je l'ai proposé aussi dans le groupe féministe où j'ai lancé 2 ou 3 rendez-vous de ce type-là, je me suis dit il faut l'agora, il faut que nous marchions. Et que sans devoir être assis, sans devoir être... Voilà, on peut être loin, proche, on marche et les idées viennent. Et Philippe Kaufmann, donc à Mons, on discute, tout ça, il dit bah ouais, il faut effectivement, on va marcher, tout ça. Donc il organise cette grande marche qui venait de Marchin jusqu'à Mons. C'était donc parcellé et chaque jour était une marche. Chaque jour il y avait une artiste associée à la marche qui faisait une proposition artistique en fin de journée et il y avait chaque fois une thématique de réflexion chaque jour. Et qui était prise en charge par 2, je dirais, philosophes qui, à quelques moments dans la journée, refaisaient part des réflexions, proposaient des échanges. Et donc, nous, il y avait diverses thématiques. C'était super. C'était une bonne expérience, quoi. Oui, pour moi, c'est ça le spectacle, en plus, tu vois. C'est aussi ne pas être spécialement sur une scène. Complètement. Ouais. Comment, et ça j'avais envie quand même de l'aborder avec toi parce qu'on parle d'art, on parle d'art vivant, de création, et puis parfois c'est vrai que dans un certain monde, on parle peu d'argent, ou pas beaucoup d'argent. Pourtant, c'est quand même un peu la machine, et puis voilà. Comment est-ce que toi tu vois ce rapport à l'argent au sein de la création, au sein des institutions, ou parfois ça peut être un gros mot, du business, on fait pas du business, on fait de l'art, mais et en même temps, il faut aussi parfois sortir ou s'extraire de la subsidiologie qui fait que parfois c'est aussi limitant même pour... Donc tout ça est assez complexe. Quelle réflexion tu as par rapport à ça? Et en plus, en tant que co-directrice qui doit faire un business plan, oui, enfin, réfléchir. En tant que co-directrice, ce que nous, une des choses avec lesquelles nous sommes clairs, nous ne pensons pas une artiste est un opérateur culturel. Donc nous, notre but est de leur offrir les possibilités sans, parce que nous avons connu tous et toutes la violence institutionnelle, que pouvoir proposer aux artistes de faire leur travail. Voilà. Ça, c'est un peu notre engagement à la Balsamine. Ensuite, en ce qui me concerne, moi, je rêverais d'un monde, moi, franchement, où il n'y aurait pas... Je suis très communiste, moi, je veux dire... tout pour tout le monde et voilà la redistribution mais nous sommes subsidiés en tant qu'artistes dès que nous avons notre statut, je veux dire il faudrait pouvoir avoir le courage de dire que tel spectacle est subsidié par l'ONEM et voilà, c'est tout. C'est que nous mettons des labels de honte sur les choses et les actes, et que nous sommes tous à mendier, à avoir l'impression de mendier pour faire un travail. Et ça, je pense nous pourrions essayer de faire en sorte que ça s'atténue, parce que les séances d'humiliation... d'une violence, même avec tes mots, et ce que tu es en train de dire. Voilà, à l'ONEM, et pas uniquement à l'ONEM, je veux dire, dans les institutions, quand on va dire, moi, je veux ce truc-là, on donne autant, clac, qu'est-ce que tu fais, qui tu payes pas
Après, je pense aussi que nous sommes à un moment où la mutualisation des moyens est nécessaire. Mutualisation des lieux entre eux, je pense. Et des moyens techniques, par exemple. Tu vois, qu'une personne qui utilise quelque chose pour un projet, que ça puisse être récupéré pour d'autres, Oui. etc. Peut-être un moyen de se sortir, d'essayer d'avoir par moments des échappatoires. Des brèches et Ouais. des liens entre les gens. Ok. Parlons maintenant, pour finir cet échange, de Charleroi. Ouais. Donc, t'es Carolo. Ouais. Il y a 2 lieux aussi qui sont emblématiques de Charleroi, que sont le théâtre de l'Ancre et l'Éden, qui sont Ouais. aussi des lieux où tu as investi, travaillé, vécu des choses. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Charleroi? Qu'est-ce que ça t'évoque? Quel est ton rapport à cette ville? Moi, j'adore Charleroi, mais d'autant plus que j'y vis plus, je pense. Moi, comme je l'ai dit en tout début, j'étais ravie de grandir où j'ai grandi. En plus, c'était encore une époque où il y avait une certaine insouciance. Beaucoup des problématiques qui ont l'air, en tout cas, de traverser la vie des gens pour le moment, étaient assez absentes. C'était assez bucolique, moi, ce que j'ai connu. Ensuite, moi, je trouve que Charleroi est une très belle ville. Le Ring mis à part, je trouve que c'est une très belle ville. C'est une ville sans doute riche d'histoire, qu'on peut sans doute encore essayer de mettre à l'honneur, d'une manière ou d'une autre. C'est la ville qui m'a créée, c'est née et vivant quand même dans un endroit très très carmonde, dans une famille qui était entre deux et pratiquant un sport qui est au-delà du bourgeois, tu vois, donc ça va. Et En termes de créativité, même aujourd'hui, on peut parler de Ouais. Charleroi 2021. L'art et Charleroi, si je te mets ces 2 mots-là, qu'est-ce que ça t'évoque? Création, Charleroi. je pense que Charleroi va devenir le pôle de création de la Wallonie. Ça a été Liège pendant tout un temps. Maintenant, on avait honte de dire qu'on était Carolo. Moi, quand j'étais à l'INSA, c'était les Liégeois qui avaient toute la gueule. Ça change. C'est-à-dire que une espèce de honte, on se dit, on ne devient pas... On a toujours eu l'impression, on nous dit Charleroi, zone sinistrée, etc. Eh ben, c'est cette richesse et cette force-là qui est, je pense, maintenant prise en main et en charge par les artistes qui y vivent, qui y travaillent, ou ceux ou celles qui s'y intéressent. Et ça, je crois que c'est assez puissant. Et alors, il y a le Théâtre de l'Ancre qui a toujours été là, l'Éden, là, depuis très longtemps. Il y a Rockrill aussi, tu vois. Donc il y a une forme d'émulation comme ça. Oui. Après, faudra faire attention à ce que Charleroi ne devienne pas une destination trop touristique. Mais... Et pas trop gentrifié non plus. Pas trop de gentrifié. Mais non, voilà, c'est parti, ça, on n'y peut rien. Ouais. Et si tu avais, alors là, c'est un petit exercice final pour les gens qui nous écoutent. Si tu avais un conseil ou un exercice à donner pour que nos idées deviennent réalité. Donc, pour faire travailler un peu les méninges, mais pas que ça reste que dans la tête. Que ça sorte un peu, que ça soit pour se mettre en action. Se dire que la chose que nous faisons, la chose que nous disons, la chose que nous allons pouvoir produire ou faire, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et que le jugement qui pourrait être porté dessus n'a strictement pas d'importance. Quels sont les 2 meilleurs conseils ou un meilleur conseil qu'on t'a donné, dont tu te souviendras tout le temps? Je n'ai pas d'idée de meilleurs conseils parce que j'ai jamais réagi qu'au mauvais. En disant. Ah ben ouais. Alors c'est quoi vois, les deux mauvais, ou le plus mauvais conseil qu'on peut donner qu'il ne faut absolument pas suivre, qu'il faut faire éclater tout de suite? Moi, ce qu'on me dit depuis toujours, c'est d'essayer de me calmer. Tu vois, oui, arrête de te ronger les ongles. Calme, faut que tu vois, le lâcher prise, calme-toi, etc. Enfin, non. Je crois qu'il faut... Oui, je pense qu'on apprend plus des choses un peu qu'on prend négativement que des choses positives, tu vois. Ouais, faut que t'arrêtes de faire ça c'est pas bien pour toi. Mais qu'est-ce que vous en savez, en fait? Et c'est plutôt en creux, moi, que je trouve qu'il faut que les choses se trouvent. C'est-à-dire en creux? C'est-à-dire que si on te fait un compliment, moi, c'est plutôt dans ce qui n'est pas dit à l'intérieur de ce compliment que je trouve quelque chose. J'adore ce truc en anglais qui dit The beauty lies in the eye of the beholder. C'est-à-dire que la beauté se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Et que donc, quelqu'un te dira quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que toi, tu peux percevoir qu'elle n'a pas vu. Et c'est sans doute là que se situe la beauté ou le geste. Et toi, ta vérité. Ouais. Donc, je fais le thé ou café. Le livre qui a pu semer en toi des idées. Motel Chronicles de Sam Shepard. Un créatif ou une créative que tu apprécies vraiment pour son travail.
Tracy Emin. Une musique pour créer ou écrire. Tous les Sonic Youth. Un lieu pour s'évader et écrire ou réfléchir. Leipzig. Eh bien voilà. Merci beaucoup Isabelle Batz. Merci Elisa. Merci pour cet entretien, merci pour ton partage et à très bientôt peut-être pour un prochain épisode. Tout à fait. Merci. Dans 10 ans, chope-moi, je dirais tout à fait l'inverse de ce que je viens de dire aujourd'hui. Ça marche, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. C'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. Suivez-nous sur les plateformes de podcast. Le UpC est un collectif d'acteurs au service de vos idées et de votre créativité. Et pour vous tenir au courant de notre actualité, rendez-vous sur notre site www.hub-charleroi.be. À très vite.